Euh, Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes africains, bonsoir à vous. De par le passé, nous avons tenté d'être assez pédagogiques dans nos différentes interventions liées tant à l'Algérie, à la Tunisie, Algérie, Maroc, à l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les trois pays précités et la zone du Sahel, et un peu avec l'Union africaine, tout ce qui lie la France de son roi, le président Emmanuel Macron et ses ravages en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder le côté assez diplomatique, essentiellement de l'Algérie et de l'Union africaine. Nous commençons par, avant de commencer par l'Algérie et d'aller ensuite vers l'Union africaine, nous tenons à préciser que nous tenterons d'être assez brefs, quand bien même l'intervention nécessite probablement 2 à 3 heures, 2 heures et demie à 3 heures de temps, mais nous allons essayer de nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, quand bien même tout est essentiel, tout est fondamental. Tout est fondamental et nous allons surtout revenir sur la diplomatie de l'Union africaine, une diplomatie crasse, hein, une diplomatie crasse. La commission, l'Union africaine et sa commission présidée, M. Faki Mohamed, est d'une faiblesse incroyable. Hein, c'est-à-dire, toute elle concentre toutes les pressions et toute la soumission de l'Afrique, hein, toute la soumission de l'Afrique. Et sur cet aspect, nous allons travailler pour que l'Algérie et les Algériens deviennent la locomotive de la libération de l'Afrique. Et nous allons travailler aussi pour que toutes les nations des anciennes colonies françaises en Afrique se réveillent, s'affranchissent. Concernant la diplomatie de l'Algérie, euh, nos premiers mots. La diplomatie algérienne est d'une faiblesse indescriptible. Elle est indescriptible. Euh, elle, elle montre à quel niveau notre patrie est écrasée, tant par l'Union européenne que par les puissants. Quand nous parlons de puissants, il s'agit bien sûr essentiellement des 5 pays membres, des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui disposent du droit de veto, hein, du droit de veto. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et, la Chine et la Fédération de Russie. Donc, notre pays, bon, maintenant, il y a un phénomène, il y a un fait extraordinaire à souligner concernant l'Algérie, jusqu'après, depuis le début du mouvement destructeur qu'ils appellent destructeur des manifestations de février 2019 et sa gestion apocalyptique par, par l'état-major de l'armée. Euh, donc les Algériens ont montré qu'ils sont capables de relibérer l'Afrique dans la mesure où ils ont pu maintenir l'État debout. Donc, maintenant, les épreuves qui attendent la nation algérienne sont d'une férocité inouïe. De par leur résistance, de par leur force à maintenir l'État debout, s'ils continuent sur cette voie, ils ont montré qu'ils sont capables de relibérer l'Afrique, à condition qu'ils continuent à résister dans cette dignité et à ne plus céder à ces manifestations fomentées depuis la nuit, depuis au moins 2011, à partir de l'Occident et reliées par des pays de l'Est. Donc, ça, c'est le mouvement de manifestation et sa gestion montre à quel point la diplomatie algérienne est à genoux.
Bien sûr, nous savons que la diplomatie algérienne est au service de l'état-major de l'armée, qu'elle n'est pas au service de l'État ou de la nation algérienne. Elle essaye de faire valoir toutes les positions et à défendre toutes les décisions prises en Algérie par le vrai centre de décision. Pour nous, nous le disons, nous le répétons, les Algériens doivent demeurer pacifiques, doivent maintenir l'État debout et arrêter ces manifestations et surtout, continuer à résister. Résister dans la paix. C'est affreux, c'est affreux. Nous le disons, nous le répétons, que actuellement les autorités algériennes qui siègent, que ce soit à la Banque centrale d'Algérie, qui siègent au sein du gouvernement, à la présidence de la République ou à l'état-major de l'armée, sont carrément au service des puissances étrangères. Bien sûr, travailler pour l'Algérie en demeurant pacifique, en résistant, pourrait sembler une contradiction. Au contraire, c'est une force. C'est la transformation d'une faiblesse en force. Non. La diplomatie algérienne, nous allons la concentrer sur la dernière intervention du délégué de l'État algérien à l'Assemblée générale des Nations unies. Première observation. L'esprit de l'intervention. L'esprit de l'intervention du délégué de l'Algérie lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, présidé par le délégué des Maldives, un pays en voie de disparition qui se trouve dans l'océan Indien, est d'une tristesse affligeante. Elle est d'une tristesse affligeante. Un mélange de concepts, caractère non offensif, de la prétention et de la pédanterie. Alors, pendant que le délégué de l'État algérien parlait à New York, l'État algérien, du moins, ceux qui prétendent le représenter, subit les foudres des États-Unis d'Amérique. Est-il possible d'imaginer un président des États-Unis d'Amérique recevoir un chef d'état-major ou un chef d'état-major de l'armée algérienne? Est-il possible d'imaginer le président de la Fédération de Russie recevoir le chef d'état-major de l'armée algérienne? Ça, c'est d'un point de vue protocolaire. Aujourd'hui même, dans une posture de suffisance extrême, le ministre des Affaires étrangères espagnol a fait une déclaration à la presse dans laquelle il montre tous les ordres, il donne une indication claire sur les ordres que devra exécuter l'Algérie lors du prochain sommet en Espagne. Ce ministre a parlé d'une réunion de haut niveau. Une réunion de haut niveau signifie que les décisions qui seront prises lors de cette réunion seront exécutoires. Sauf quoi? Sauf la réaction de la nation algérienne. Sauf la réaction de la nation algérienne. Donc revenons au détail, un peu plus dans le détail sur la soumission de la diplomatie algérienne et sa faiblesse, à travers bien sûr la lecture de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les rédacteurs de ce discours ont montré à quel point ils sont dans des considérations éculées.
parler de l'esprit des non-alignés en 2021 est un cauchemar. Dans un monde multipolaire, dans un monde de plus en plus multipolaire, parler de l'esprit des pays non alignés, issu d'une réunion d'il y a longtemps et très longtemps en Yougoslavie, ou bien qui a son esprit dans l'esprit de Bandung, ça, l'esprit des pays non alignés, ça c'est la première. Un monde multipolaire où la convergence des intérêts des puissants est totale. La convergence des intérêts des puissants est totale. Et aussi où la divergence des moyens de ces mêmes puissances est intégrale. La convergence des intérêts des puissants est totale. La divergence de leurs moyens pour atteindre leurs objectifs est intégrale. Ceci fait que l'Organisation des Nations Unies, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, se trouve en situation de blocage. La convergence des intérêts et la divergence des moyens. La divergence des moyens a rendu le Conseil de sécurité de l'ONU inopérationnel, ineffectif. Donc ça, c'est dans ce sillage. Le délégué de l'Algérie demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est incroyable. Incroyable. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas se faire, ne peut pas être demandée par un petit délégué d'un pays sous-développé, d'un pays du quart-monde. Ça nous fait mal de dire ces mots concernant de notre patrie. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU doit se demander par une coalition de chefs d'État élus, légitimes, et dont l'action s'inspire de la volonté des nations. Dans le cas de l'Afrique, avez-vous entendu une réunion extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine? Non. Est-il possible que l'Union africaine demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, bien sûr. Le fait-elle? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux forces essentiellement européennes qui s'exercent sur l'Union africaine. L'Union africaine, en particulier sa commission, nous allons revenir dessus, la commission, est l'objet d'instrumentalisation d'un jeu, on dirait une pièce d'un Rubik's Cube, entre les mains de la France et du Royaume-Uni. Parlons pas des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie, parce que ces trois pays utilisent des moyens plus puissants et plus forts. L'argent. Le développement, l'argent pour la Chine et la Russie, les forces militaires pour la Chine et la Russie, le chantage pour la France. La France est dans un processus de chantage. Le délégué de l'Algérie, dans son discours, a demandé, a vanté le respect des droits de l'homme en Algérie. Nos compatriotes en Algérie sont en train de souffrir. Ils sont l'objet d'arrestations, de persécutions, de condamnations, comme avec dans le mot d'Amnesty International, cette organisation qui terrorise encore plus l'Algérie pour la soumettre encore plus. Donc le mot d'Amnesty International est beau gosse.
Beau gosse. Ça fait longtemps, ça fait plus de 50 depuis que nous l'avons soulevé avec l'Union africaine, avec l'ONU. La cessation de la condamnation des Algériens sous de motifs fallacieux ou des motifs mensongers. C'est ce qu'on appelle de bogus. Ah. Donc, le délégué de l'Algérie loue la satisfaction des droits de l'homme en Algérie, le respect des droits de l'homme en Algérie. Alors que même, il n'y a pas longtemps, c'est nous qui avons pris sur notre temps, qui nous sommes usés pour défendre l'Algérie contre l'Union européenne et sa déclaration sur la violation des droits de l'homme. Ce n'est pas l'État algérien, ce n'est pas la diplomatie algérienne qui l'a fait, c'est nous-mêmes qui l'avions fait. Mais malheureusement, nous ne sommes pas relayés par d'autres. Et nous le répétons, l'Union européenne agit pour tous les pays de l'Europe et bien sûr la liberté est donnée à chacun des pays d'agir selon ses propres intérêts. Et les intérêts les plus importants sont, du moins les plus importants, les intérêts de tous les pays européens sont importants en Algérie et en Afrique. La France, dans la dernière mesure de chantage, c'est le visa. Il faut remonter à assez longtemps maintenant. Il faut remonter à la politique européenne de voisinage. Il faut remonter aux initiatives MEDA 1, MEDA 2. Il faut remonter à l'Union pour la Méditerranée. À la réaction, bien sûr. L'Europe a arrosé l'Algérie surtout. Dans notre cas, hein, elle a arrosé tous les pays arabes, y compris la Jordanie, pour contenir les flux, prétendument les flux migratoires, alors que les flux migratoires sont en chute libre. Les flux migratoires sont plutôt intracontinentaux. Bien sûr, par les médias, bien sûr, les médias et bien sûr les drames qui sont engendrés. Nos compatriotes d'Algérie croient que l'Algérie est en train de se vider, alors que les chiffres de la migration internationale montrent tout à fait le contraire. Au lieu, bien sûr, de réagir conjointement, coopérativement, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, plus les pays du Sahel, la Libye ensuite, bien sûr, la Libye qui est devenue un centre de trafic humain, continue à se quereller, continue dans le querelle de mégère, continue, au lieu de réagir collectivement, conjointement, pour une définition de la politique européenne de voisinage et une politique africaine de voisinage. Les pays européens ont besoin de migration. La diplomatie algérienne, un autre élément de la faiblesse de la diplomatie algérienne au niveau international. Utiliser la tribune des Nations Unies pour dire que l'Algérie est une force qui respecte les droits humains, qui agit pour un état de droit, qui agit pour une bonne gouvernance, oui, mais pour la démocratie, non. Nous répétons, la gouvernance est un concept développé par l'OCDE. Et ce concept de gouvernance annule ou on renvoie au plus loin la démocratie et la volonté des peuples.
La diplomatie algérienne a montré sa faiblesse dans la remise en cause de l'accord d'Alger signé en 2015, qui concerne la stabilisation du Mali. Avoir l'accord dit d'Alger sur la stabilisation de mai 2015, vous croirez qu'il s'agit d'un texte quasi divin, d'un texte quasi prophétique, signé par une multitude de parties prenantes, y compris l'Union européenne, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la France. Les Algériens et les Africains doivent se réveiller. Tout texte signé par l'Union européenne et par la France veut dire que les intérêts de l'Europe et de la France sont intégralement protégés. L'accord d'Alger concernant le Mali est-il repris par l'Union africaine à travers sa commission? Non. Là, maintenant, ce jour, la France a réactivé encore des agitateurs, des dégonfleurs du fiducide du franc CFA au Mali. Des dégonfleurs, hein, ce sont des personnes, ce sont des électrons libres qui agissent et qui ont antenne ouverte dans les médias français. Dans les médias français pour encore faire de l'agitation et surtout pour dégonfler les sujets importants. Là, en plus, l'esprit des pays non alignés, respect de l'état de droit, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, des sujets pompeux, soulevés par le délégué de la diplomatie algérienne lors de la dernière assemblée de l'Assemblée générale, alors que dans son pays, à Alger même, le patron, un des patrons de l'armée américaine, un des patrons de l'Africom, pour parler vrai, dicte ses lois à la présidence de la République, se vantait d'avoir organisé une réunion concernant la guerre que subit nos frères de Libye pour arrêter prétendument le conflit, alors que les autorités formelles ou informelles, reconnues ou non reconnues dans la Libye, ont giflé l'Algérie après la tentative d'ouverture d'un poste frontalier du côté de Ain Amenas. La Libye est un pays en cours de partition, au même titre que le Mali. Donc, continuons. Face à la diplomatie algérienne, la diplomatie, alors là, mais d'une tristesse de mort. Il y a l'allocution du délégué des autorités du Mali lors de cette même assemblée générale, qui a dit clairement, qui n'a pas été par 36 chemins, il a dit clairement, et vous pouvez l'écouter, que le Mali ne contrôle plus l'intégralité de son territoire, qu'il a parlé des opérations de DDR que nous avons traitées dans notre réaction à la diplomatie, à l'ancien chef de la diplomatie algérienne, sur l'indépendance de l'Algérie. Il a donné, l'un dans l'autre, là, 3000 rebelles. Il a eu la correction de ne pas utiliser le mot terroriste. Parce que les uniques terroristes en Afrique, dans les pays du Sahel, sont les forces armées françaises. Oui, il y a des terroristes qui se revendiquent.
d'une appartenance à des organisations politico-religieuses, à des organisations mafieuses. Oui, une coopération entre les pays de la région est facile pour les contenir. Facile pour les contenir. Ces forces terroristes agissent là où il y a de l'argent à gagner. C'est tout. Ça, c'est la première. Deux, elles sont instrumentalisées par les différents services secrets étrangers, les services secrets chinois, russes, anglais, français, américains surtout. Donc, face aux déclarations pompeuses de la diplomatie algérienne, il y a eu la diplomatie, d'exception de l'État malien qui a dit que l'État malien ne contrôle plus l'intégralité de son territoire. Que signifie cette déclaration? Elle signifie ce que nous avons dit il y a longtemps, que le Mali est en cours de partition. On le partageait. Et le partage du Mali constitue une menace des plus explosives sur l'Algérie. Et cette menace, c'est la création d'un futur Kosovo dans le sud algérien. La diplomatie algérienne maintenant, revenons à la diplomatie algérienne. Après ces fanfaronnades, pas un mot sur les souffrances que subissent nos compatriotes du Sud, compatriotes algériens, nos compatriotes du Mali, du Niger, du Tchad et de Libye, dans ce conflit au Sud, entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Hein, c'est un conflit à trois, qui est alimenté par la France, bien sûr. Là, c'est pour la diplomatie crasse de l'Algérie. La diplomatie algérienne doit redevenir une diplomatie de force, là. Au lieu d'aller sur les enfantillages. Au lieu d'aller sur les enfantillages, là. La diplomatie algérienne est indigne de la patrie Algérie. Elle est indigne de ce qu'ont fait les prédécesseurs en terre, les initiateurs, les pionniers de la diplomatie algérienne durant la Révolution. Nous continuons maintenant avec toujours la diplomatie. Maintenant, nous allons intégrer la diplomatie militaire. D'aucuns savent l'existence du CEMOC, du comité d'état-major opérationnel conjoint qui lie l'Algérie aux pays voisins par le sud. Bien sûr, avec l'absence du Maroc et de la Tunisie dans ce comité d'état-major opérationnel conjoint. Nous précisons que dans l'actuel texte chiffon qui s'appelle la Constitution en Algérie, il y a un article qui traite de l'intervention des forces algériennes à l'étranger. Donc, la diplomatie militaire américaine à travers l'Africom, en Algérie, a dans ses objectifs, oui, l'intervention de l'armée algérienne dans le désert, dans le sud. Bon, nous l'avions dit récemment, nous le redisons aujourd'hui. L'état-major algérien est sous une multitude de menaces. Cour pénale internationale, procès en France, essentiellement en France, sur détournement de fonds, sur la corruption. Et ça, la France, vraiment, la France est l'artiste numéro 1. Avec une intelligence de diable du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Il y a actuellement l'état-major de l'armée algérienne a associé, bien sûr, a mêlé des menaces sur des compatriotes expatriés. Des compatriotes expatriés, essentiellement en France.
expatriés en France. Euh, il est évident que nous disons notre solidarité à ces compatriotes expatriés en France, même si nous divergeons intégralement, hein, nos divergences sont intégrales sur ce qu'ils font et ce que nous faisons. Mais nous disons qu'ils sont l'objet de ces menaces, c'est que ces menaces une partie de ces menaces va être exécutée. L'exemple, l'Espagne et l'Algérie, les extraditions. Ils seront sacrifiés sous l'autel des intérêts économiques et militaires de la France. Ils seront sacrifiés. Mais nous disons aussi que une très grosse part de responsabilité est dans les intellectuels, plutôt universitaires, africains établis dans les pays anglo-saxons, qui ont un peu plus de moyens pour expliquer les enjeux, mais malheureusement, ces Africains sont au service d'autres puissances. Bien sûr, il y a le confort. Il y a le confort de vivre en Suède, de vivre en France, de vivre en Angleterre, le confort de vivre aux États-Unis d'Amérique. Il y a le confort. Il y a le salaire, l'argent. Il y a l'idéologie politique. L'idéologie politique qui est très importante. Oui, nous avons les moyens. Oui, nous avons, grâce essentiellement à une personne. Et grâce à l'esprit de Hussein Ahmed. Oui, nous avons évité cette piste. Nous aurions pu. Et nous pourrons le faire à l'avenir. Proposer nos services aux États-Unis d'Amérique. Nous l'avons dit. Oui. C'est vrai que la stratégie sera encore plus difficile pour nous de le faire. L'esprit nous l'interdit de le faire. Donc la responsabilité. Actuellement au Canada, il y a énormément d'expatriés africains. Nous connaissons des Africains vraiment africanistes, humanistes. Mais en France surtout, il y a des agitateurs, il y a des dégonfleurs. Ils sont là, ils ont antenne ouverte, ils ont accès à tous les médias, au chiffon français là. Et qui agissent essentiellement au Mali. Nous savons bien sûr que ces personnes se reconnaîtront et elles nous reconnaissent. Elles nous reconnaissent. Bon. Faut-il laisser l'armée algérienne intervenir à l'étranger? C'est-à-dire intervenir au Mali, intervenir au Niger, intervenir au Tchad? Nous verrons. Nous verrons la position des uns et des autres. Lors de la dernière assemblée générale de l'ONU, nous avons écouté, bien sûr, en plus de l'intervention du délégué de l'État algérien, l'intervention du délégué marocain. Mais nous avons écouté aussi une partie de l'intervention du délégué d'État d'Israël. La différence est immense entre les trois déclarations. La déclaration de l'État algérien, du délégué de l'État algérien qui montre la faiblesse, le discours du délégué de l'État malien qui montre la dislocation de l'État malien, et la déclaration du délégué d'Israël qui montre sa fierté de défendre
une nation, un peuple et un État créé de toutes pièces. Bien sûr, cette joie, cette satisfaction, cet élan du délégué d'Israël montre en arrière-plan ce qui attend l'Afrique du Nord. Maintenant, nous allons passer à, à la déclaration, à la diplomatie de l'Union africaine à travers sa commission. Bien sûr, nous allons articuler la diplomatie algérienne à l'intérieur, et bien sûr, en attirant l'attention de nos compatriotes algériens et africains sur les manipulations de la presse française. Presse écrite, presse télévisuelle. Soit les télévisions ou les journaux. C'est vraiment de la peste. C'est de la peste pour les nations. Donc, à travers... ici, vous avez le projet Afrique 2063 que nous allons commenter rapidement après. À monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, monsieur Moussa Mohamed Faki, nos salutations algériennes à partir du Canada. Monsieur Moussa Mohamed Faki, nous sommes dans l'obligation de rappeler certaines de nos actions auprès de votre commission, justement. Nous reprécisons, même si nous sommes résidents au Canada, nous sommes citoyens canadiens. Vous êtes citoyen tchadien. De l'homme qui dirigeait la commission de l'Union africaine. En 2016, nous nous sommes adressés à M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et nous avons envoyé une copie de notre message à M. Ban Ki-moon, à messieurs et madame Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale à l'époque, est remplacé actuellement par M. David Malpass. Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, actuellement remplacée par Kristalina Georgieva. À Madame Nko Sazana, de la mini Zuma, la présidente de la Commission africaine, que vous avez remplacée. À Nabil Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Et nous avons envoyé une copie à Justin Trudeau et à Blaise Bouteflika à l'époque. L'objet de notre initiative internationale à l'époque, en 2016, c'était initiative Brina pour l'Algérie. Nous rappelons, pour toutes les personnes qui nous écouteront, la signification de Brina. B, c'est pour base. R-I, c'est richesse. N, c'est naturel. A, c'est algérienne ou africaine, selon le contexte. Donc, c'est l'initiative, le nom de l'initiative est codifié sous l'acronyme BRINA. Même si tout ce que nous avons écrit à l'époque est important, nous rappelons, dans un souci d'efficacité de l'usage de notre temps et du vôtre, nous rappelons quelques points, juste quelques points. Donc, à M. Ban Ki-moon, nous avons demandé, sous votre autorité,
je vous demande de déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional. De charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales dans la région. D'agir auprès de la Banque mondiale, laquelle, sous le droit à l'information des citoyens et des peuples, prônait dans sa politique d'accès à l'information pour qu'elle rende publiques toutes les informations et l'étendue des accords signés entre cette institution et l'État algérien. D'agir auprès de la Banque mondiale pour mettre en œuvre un canal de communication entre les citoyens algériens et son comité d'appel. Actuellement, pour l'occasion, c'est un canal de communication entre tous les Africains et son comité d'appel. Qu'elle rende publique les études d'impact environnementaux des projets de catégorie A d'exploitation des gages de schiste en conformité avec ses recommandations. Nous allons revenir sur les études d'impact environnementaux à travers l'absence des principes de l'équateur dans votre dans l'optique d'Afrique 2063. Donc, dès à présent, nous vous signalons l'absence des principes de l'équateur dans votre projet fictionnel d'Afrique 2063. D'agir auprès du Fonds monétaire international pour qu'il fasse preuve de transparence en divulguant d'une façon intelligible par les citoyens de la position nette de l'Algérie. Actuellement, nous généralisons la divulgation de la position nette de l'Algérie et à celle de tous les pays africains. Et dans notre cas, pour être plus précis, par la divulgation de la position nette et des accords signés entre le FMI et toutes les anciennes colonies françaises en Afrique, actuellement sous la botte du roi de France, le président Emmanuel Macron, qui vous a écrasé, qui a fait de l'Union africaine, de sa commission, vraiment, pour rester dans les termes corrects, l'antichambre du massacre des Africains. De concert avec le Canada et d'autres pays. Nous précisons bien de concert avec le Canada et d'autres pays. Lancer une initiative internationale de déclaration préliminaire de responsabilité sociale des entreprises, Business Social Responsibility, avant la mise en œuvre de tout projet économique et financier par les firmes multinationales. Donc à M. Ban Ki-moon, nous avons demandé, sous votre recommandation, je vous demande de lancer le projet pour l'indépendance monétaire de la zone CFA et inviter les autorités publiques françaises à reconnaître les désastres contre les projets africains, contre les peuples africains et leur droit régalien à frapper leur monnaie afin de rendre la coopération sous-régionale économique plus efficace à même d'améliorer la situation des pays du Sahel. D'intervenir auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de clarifier l'interaction entre le droit d'accès à la mer aux pays ne disposant pas de littoral et le statut de la nation la plus favorisée. Nous insistons sur ce point. D'intervenir auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de clarifier l'interaction entre le droit d'accès à la mer aux pays ne disposant pas de littoral et le statut de la nation la plus favorisée. Ça, nous allons revenir. Parce que le droit d'accès à la mer et le statut de la nation la plus favorisée sont des instruments extraordinairement dangereux. A insisté cette organisation, c'est-à-dire l'OMC, à rendre public les contrats susceptibles d'être classés par jurisprudence comme odieux. Les contrats classés par jurisprudence par odieux, nous vous donnons un exemple dès à présent, avant de les entamer.
Le contrat de la Chine avec les autorités de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, concernant l'exploitation des richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Il avait fallu, c'était un contrat signé sur un siècle, 99 ans exactement. C'est ce qu'on appelle un contrat éternel. Il est classé comme odieux par l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Odieux n'est pas de la littérature, c'est un qualificatif juridique. Il avait fallu la bagarre entre les USA et la Chine devant l'ORD, l'organe des règlements différents de l'OMC, pour que ce contrat soit annulé, du moins formellement. L'Algérie est dans cette perspective. Tous les contrats qui seront signés, qu'elle a signés récemment, sont qualifiés d'odieux. Nous les qualifions d'odieux et nous pouvons le démontrer, bien sûr. Ça, c'était en 2016. En 2020, en mars 2020, à vous, M. Faki Mohamed, nous vous avons envoyé une lettre avec un dossier, une étude complète. L'objet, pour l'émancipation des Africaines et des Africains. Le premier point, c'est l'esprit de l'Union africaine. Nous avons dit à l'époque, nous vous le répétons maintenant, l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine. Vous le disons, c'est un extrait que nous vous relisons. La dette des Africaines et des Africains envers les Algériennes et les Algériens et les étrangers qui les ont aidés à se libérer est une irrecouvrable créance historique et morale. Si dans l'esprit de l'Union africaine, cette référence au temps de la patrie Algérie à toute l'Afrique et à toute l'humanité est absent, M. Faki Mohamed Moussa, vous conviendrez avec nous que nous allons continuer à démolir la charte de l'Union africaine. Depuis le début des processus de déstabilisation de l'Afrique, la nation algérienne a répondu à l'indignité politique par la dignité patriotique. C'est la raison qui fait qu'elle doit être de nouveau l'exemple pour toutes les autres nations et peuples d'Afrique. Actuellement, en 2021 et bientôt 2022, la nation algérienne a les moyens de devenir la locomotive de la libération de l'Afrique. Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous vous rappelons que non, nous allons intégrer la diplomatie algérienne, la diplomatie politique algérienne, la diplomatie militaire algérienne, le G5 Sahel et le comité de la paix de l'Union africaine. Nous vous rappelons qu'à l'époque, un sommet du G5 Sahel a été tenu à N'Djamena. Un sommet à N'Djamena au Tchad, dans votre pays de naissance. Un sommet marqué par la domination du président de la France, qui a donné ses ordres. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui qualifie l'Union africaine, les dirigeants de l'Union africaine, sa commission, comme étant ses amis. Nous avons écrit à l'époque, ces dislocations sont facilitées avec la disparition du sentiment de propriété des peuples et nations africaines de leur patrie et sont aggravées par l'illégitimité de certains dirigeants. La disparition du sentiment de propriété des peuples et nations africaines de leur patrie. Les Africains ont perdu ce sens, le sens de la propriété d'une patrie, alors que chez les Américains,
il relève du quasi-religieux. Chez les Chinois, c'est du religieux. Mais un sentiment de disparition de la jouissance d'une patrie. En termes juridiques, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un crime en dépossession. Parce qu'ils sont victimes d'un crime en dépossession par les puissants et qu'ils ont perdu le sentiment de propriété. Dans la partie qui traite des mesures de performance de l'Afrique, M. Faki Mohamed, nous vous avons écrit d'inclure dans les actes fondateurs de l'Union africaine l'apport de la révolution algérienne, d'inclure dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples le concept de crime de guerre contre les civils défendu par Hussein Ahmed, de solliciter l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale pour l'amendement du statut de Rome en y ajoutant la définition du fiducide, ce massacre de masse par les monnaies. D'inclure dans la charte des droits de l'homme et des peuples le concept de crime de guerre, et guerre contre les civils défendus par Hussein Ahmed, de solliciter l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale pour l'amendement du statut de Rome en ajoutant la définition du fiducide, ce massacre de masse par les monnaies. L'amendement du statut de Rome de la Cour pénale internationale portant sur la définition du génocide, il faut inclure le fiducide. Maintenant, le roi de France, après toutes ces déclarations de saints, dont Angélique, concernant le franc CFA, concernant la présence des forces françaises en Afrique, surtout dans les pays du Sahel, est revenu carrément sur ses positions. Il est revenu. Donc, il a prouvé qu'il veut. C'est Faki Mohamed, il y a des moments où on est obligé d'utiliser des termes assez populaires. Le président de la France est en train de se foutre de la gueule des dirigeants africains et des peuples africains. Nous excusons, mais nous le répétons. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, est en train de se foutre de la gueule des dirigeants africains et des peuples africains. Si nous vous rappelons, monsieur Faki Mohamed Moussa, bien sûr, ne pas perdre de vue que la diplomatie algérienne est faible. Et l'un de ces éléments de faiblesse, c'est son absence dans l'intervention de la résolution des conflits au Tchad, justement. En plus du conflit de légitimité, des problèmes de légitimité à l'intérieur même de l'Algérie. La diplomatie algérienne est faible. Elle n'intervient pas pour la solution du conflit au Tchad. Nous vous rappelons, monsieur Faki Mohamed Moussa, il y a notre désespoir, parce que nous voulons voir nos sœurs et frères tchadiens dans la paix, qu'après l'assassinat du président de votre pays d'origine, de naissance, votre pays de citoyenneté, des forces d'opposition stationnées en Libye avaient promis, entre guillemets, une offensive sur N'Djamena, contrôlée intégralement par la France. Cette offensive n'a pas eu lieu. Nous nous réjouissons pour la paix, pour éviter l'effusion du sang des Tchadiennes et des Tchadiens. Mais nous vous le disons justement pour vous rappeler que votre pays, avec le Niger et le Mali, est l'exemple même de l'écrasement des nations africaines voulues, souhaitées par Modibo Keïta, le révolutionnaire malien et les révolutionnaires algériens. Nous vous
vous rappelons, M. Faki Mohamed Moussa, qu'en plus des interventions formelles, c'est-à-dire celles qui sont rendues publiques dans sur vos sites internet, il y a les interventions des services parallèles. Il y a les interventions des figures, des spécialistes de la menace qui agissent en sourdine. Monsieur Faki Mohamed Moussa, à quand un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine? À quand maintenant? Juste 2 mots rapides sur le comité pour la paix, la sécurité et la paix en Afrique de l'Union africaine. Il est indécent de parler, il est indécent, il est immoral, il est vulgaire de parler du comité pour la sécurité et la paix de la Commission africaine, dans la mesure il ne peut absolument rien. Il a un projet, un tout petit projet qu'il traîne sur votre site internet qui date de l'ère antédiluvienne de l'ère informatique. Là. Un projet qui s'appelle Silencing the Guns, faire taire les armes, dans un tout petit paragraphe de rien du tout là. Dernière référence documentaire, M. Faki Mohamed Moussa. Nous avons publié un appel. Afrique du Nord pour la dictature des libertés et la libération totale de ces nations. Appel. Nous allons mettre les détails de cet appel dans la description de cette intervention. Dans le paragraphe après les mots, l'action. La première est d'ordonner aux forces militaires des dominants de quitter immédiatement nos terres et ne seront acceptées que celles agissant sous l'autorité du droit international au sein desquelles les forces armées régionales doivent être obligatoirement incorporées. Les forces armées régionales doivent être obligatoirement incorporées. L'incorporation des forces armées régionales, nous pensons aux forces armées algériennes, marocaines, tunisiennes, qui doivent être incorporées. Ça, c'est pour réagir à la violation de la constitution de l'Algérie qui a été imposée de l'étranger. Ça, c'est la première. 2. Réagir contre cette offensive conduite par la France dans les médias, à travers des ministres et à travers des professeurs à l'université de Berkeley, qui ont intégré la MINUSMA, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, le G5 Sahel et la force intégrée, tout cela. Nous vous avons envoyé un document à ce propos. Les Africains doivent savoir que leur pays, les États, payent ces forces. Et dans le cas des pays africains, elles puissent, à travers l'aide publique au développement, l'aide publique au développement, ça c'est une traduction vulgaire de assistance. De assistance utilisée par les Américains. Pour les Américains, il n'y a pas d'aide, il y a de l'assistance. C'est-à-dire que vous allez la repayer. Donc, l'aide publique au développement de l'OCDE, dans laquelle il y a les pays du Golfe. Au lieu de servir les intérêts des populations qui sont en train de souffrir, des enfants au visage plein de morve, des femmes enceintes qui n'ont pas où accoucher,
cette aide publique au développement, non seulement elle est remboursable, hein, elle n'est pas gratuite. Elle est utilisée pour conclure. L'action, la deuxième, dans le cadre du processus de Kimberley, rendre effective la mise en œuvre de rendre effective la mise en œuvre de la garantie et de la certification des minerais par l'intégration des populations dans les contrôles qui y sont référencés. Nous allons, protocole de Kimberley, nous pensons à la zone de libre-échange parce que dans la zone de libre-échange, vous avez parlé de l'or et de l'argent, mais vous avez oublié les diamants et tout, et les métaux précieux. Et vous avez oublié surtout les terres rares. Et la troisième action, exiger de toutes les compagnies étrangères la diffusion et la distribution sur toute l'étendue des pays où elles agissent leur code de responsabilité des entreprises. La quatrième, l'obtention obligatoire du consentement avisé et éclairé des populations. Dans les instruments nord-africains et nationaux, nous avons listé une série d'instruments, mais nous avons insisté sur un instrument, nous insistons sur un instrument particulier. Le troisième, vulgariser le concept de guerre hybride dont est victime l'Afrique du Nord, dont l'une de ses armes est la prostitution. L'une des armes de la guerre hybride est la prostitution. Nous avons une idée très claire de ce qui se passe au Kenya. Nous avons une idée assez claire de ce qui se passe dans les autres pays de notre continent, l'Afrique. Mais en Algérie, en 2020, la récession a atteint 15,2%. Dans le dernier calcul que nous avons fait sur la base des chiffres du FMI et de la Banque mondiale, la récession, c'est-à-dire une décroissance de 15,2%, 15,2 ou 15,4%. Ça, c'est la chute du PIB. Mais dans la chute du produit intérieur brut de l'Algérie, il y a des marchés qui vont exploser. Il y aura une croissance phénoménale dans d'autres marchés. Le premier marché, c'est la prostitution. Prostitution, tant féminine que masculine. La prostitution n'est pas l'apanage des femmes. Il y a de la prostitution féminine, il y a de la prostitution masculine. Ce marché en Algérie va exploser parce qu'il est générateur de richesse. Elle génère de la richesse, la prostitution, à travers la désutilité du travail. Il y aura l'explosion du marché de la divorcialité. Le marché de la divorcialité en Algérie sera extraordinairement prospère dans le drame. Quand nous disons marché de la divorcialité, il faut penser à tous les drames individuels, les dépressions nerveuses, les dépressions psychologiques, les maladies, et bien sûr les procès en justice qui vont générer des revenus. Bien sûr, il faut penser aux enfants, il faut penser aux enfants nés handicapés. Dans ce marché de la divorcialité et de la nuptialité, autre que la primonuptialité. Ça, c'est le deuxième marché qui va exploser. Le troisième marché qui va exploser, lui, des stupéfiants, des drogues dures. Tout le marché de la prostitution, le marché de la divorcialité, le marché des stupéfiants.
avec la chute avec la chute du pouvoir d'achat, l'incapacité d'acheter des médicaments, l'indisponibilité des médicaments. Donc la demande en stupéfiants sera énorme. Donc le trafic de drogue connaîtra une croissance exponentielle en Algérie. Et que dire de l'Afrique? Nous vous signalons que l'Afrique maintenant est devenue la plaque tournante du trafic mondial des stupéfiants. Après avoir énuméré ces trois marchés, il reste le plus grand, le plus important. Une organisation de régulation. Ces trois marchés, prostitution, divorcialité et stupéfiants, ils demandent une organisation. C'est les mafias. C'est les mafias qui vont prendre tous ces marchés. Et quand vous avez les mafias avec ces trois marchés, que deviendront les États? Que deviendront les populations vulnérables? Voilà, monsieur Faki Mohamed Moussa, à la première partie de notre intervention. Maintenant, nous allons venir vers le marché, l'économie, et particulièrement la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, nous continuons maintenant avec l'aspect économique. Première indication. Nous allons parler de la zone de libre-échange continentale africaine de manière assez rapide, globale, sans aller dans le détail, bien sûr. Nous allons l'inscrire dans ce plan publié sur votre site internet Afrique 2063. Première, nous sommes surpris, nous n'avons pas retrouvé un document sur le site internet de l'Union africaine, un document qui s'appelle Afrique 2063, dans lequel sont intervenus ensemble le NEPAD, de Pardee School de l'Université de Denver au Colorado. Nous n'avons pas retrouvé un document du CIPRI auquel ont participé des Maliens que nous avons tenté de contacter. C'est des Maliens de l'Université de Pennsylvanie. Une autre précision additionnelle, comme nous l'avons dit auparavant, le site internet de l'Union africaine relève des temps immémoriaux de l'ère antédiluvienne des technologies de l'information et de la communication. Il ressemble au site officiel des administrations publiques algériennes. Donc, rien qu'à travers le site internet de l'Union africaine, nous avons une idée sur le développement actuel de l'Afrique et le futur le développement escompté, rêvé, couché sur du papier. L'autre information très importante à nos yeux, que nous préférons dire d'emblée. Quand nous avons lu dans le détail les articles de l'acte constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons éprouvé deux sentiments. Un sentiment de plaisir et de satisfaction, un sentiment de réticence, un sentiment de mal-être. Le sentiment de satisfaction et de plaisir, vraiment, hein, c'est vraiment un immense sentiment de satisfaction et de plaisir. Fin 2013, début 2014, une de nos compatriotes algériennes, de Kabylie, de Ouagnou, c'est le village, nous allons donner, bon, sans révéler l'identité bien sûr, a travaillé en Ouganda sur le lac Victoria dans un cadre de projet de l'eau en Afrique. Hein. Le lac Victoria en Ouganda est l'une des sources du Nil, lequel actuellement est un objet de conflit immense. Elle a travaillé sur un projet lié à l'eau, à l'école, du moins,
à la nature, à l'environnement de l'eau, hein, tout ce qui touche à l'eau, son environnement, euh, son utilisation. Utilisation. Donc ça c'est un premier. Donc nous avons à l'esprit certaines des informations qu'elle nous a données, quelques bribes d'informations, qu'elle nous a données comme ça. Donc mais en lisant les articles, les articles euh, les articles de droit concernent la zone de libre-échange continental africain, c'est un immense, vraiment c'est un plaisir de les avoir lus, parce que nous avons l'impression qu'ils portent une empreinte que nous connaissons. C'est une impression. Nous n'avons aucune certitude, bien sûr. Cette impression positive, elle vient du fait que les articles sont courts, ils sont clairs, ils sont précis. Mais ayant lu, ayant utilisé les articles de l'OMC, les articles dits de l'accord de l'OMC, de Marrakech, elle contraste la simplicité, la clarté, la précision des articles juridiques de la ZLECA, contraste avec la complexité de ceux de l'OMC, combien même l'esprit est intégralement le même. Ça, c'est le sentiment de mal-être. Ça, c'est notre sentiment de mal-être. Bien sûr, nous allons... C'est une question de bienséance. Nous allons tenter de mettre ces deux personnes en contact. Hein. Nous allons tenter de mettre ces deux personnes en contact, c'est-à-dire notre compatriote d'Algérie de Wegnoul, et avec cette autre personne envers qui nous avons, se montre, hein, notre visage le montre là, un immense sentiment de considération et de respect. Bien sûr, en disant ces mots, il est clair que nous allons le contacter. Du moins, contacter cette personne. Le contact, c'est un homme. Nous allons le contacter. Cet homme, pour nous avons la certitude qu'en tant qu'individu, c'est un africaniste. Un africaniste. En tant que professionnel, c'est un professionnel du droit. Avec tout ce que cela sous-entend. En tant qu'individu, c'est un africaniste de première, un humaniste de première. Mais en tant que professionnel du droit, c'est un professionnel de droit. Nous pouvons révéler son identité, mais c'est gênant. Semble juste une indication. L'usage de la bouteille d'eau dans les procès. Quand des avocats utilisent la bouteille d'eau. Dans les procès. Pas dans les procès d'Alger ou de Nairobi ou de N'Djamena ou de Bamako. Dans les procès à New York, à Washington, à Londres, à Paris, à Singapour. Voilà. L'usage de la bouteille d'eau. Bien sûr, l'application d'une loi, quand est-ce qu'elle doit s'appliquer à la lettre, quand est-ce qu'elle doit s'appliquer dans son esprit.
Là maintenant, juste c'est une indication, nous ferons de notre mieux et nous espérons réussir à mettre en contact cette femme qui est actuellement docteur et cet homme professionnel du droit. De droit. Ouais, voilà. Ce professeur en droit est un exemple pour nous de compétence et de générosité. Voici l'agenda 2063, agenda de 2063, la vision pour 2063. Nous n'allons pas revenir sur les détails là. Nous affirmons que certains projets pilotés par les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID, les forces américaines ont utilisé de Pardee School de l'université de Denver au Colorado. Ils ont utilisé aussi une équipe de l'université de Pennsylvanie. Et sur cet aspect, nous avons défié les autorités algériennes de nous révéler au moins un mot qui a été dit par l'Algérie concernant la constitution de la création de la zone de libre-échange africaine. Nous vous signalons qu'à travers pour vous montrer l'indication, c'est Frederick Pardee Center for International Futures, Joseph Corbel School of International Studies, University of Denver, and NEPAD, Transformation Africa. Donc, voici, c'est le site internet de l'Université de Denver. L'Université de Denver, donc voici la preuve qui nous permet d'avancer que c'est un projet qui a été imposé par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la première preuve. Bien sûr, nous avons saisi le Pardee School, l'Université de Denver, et nous avons demandé, nous avons dit à nos compatriotes algériens, et maintenant nous profitons de l'occasion pour le dire à tous les compatriotes africains, que nous sommes prêts à venir à Denver pour parler de la ZLECA en anglais sur ça. Et bien sûr, nous allons discuter un petit peu, si cela nous est possible, avec l'équipe qui a conçu la ZLECA. Pour le droit, nous pensons qu'il vient nous allons être un peu plus précis, qu'il porte la griffe de l'Université de Montréal. Alors, quand en jetant un coup d'œil sur ça, Afrique 2063, que nous avons imprimé bien sûr, mais malheureusement les conditions le rendent peu visible. En vous disant, le voici. C'est ce que vous appelez l'arbre. Vous l'avez appelé arbre. Nous vous disons d'emblée que votre arbre est pourri à la racine. Les racines de votre arbre concernant l'Afrique de 2063, les racines sont déjà pourries. Parce qu'en regardant les objectifs, le classement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une Afrique prospère, nous avons une idée sur la philosophie qui le porte. En quatrième, une Afrique pacifique et sûre. Et bien sûr, il s'inspire de l'acte constitutif de l'Union africaine. L'acte constitutif de l'Union africaine, nous avons dit ce que nous en pensons, et sans l'esprit de la révolution algérienne, l'acte constitutif de l'Union africaine doit être jeté à la poubelle. Voilà.
Le premier, c'est une Afrique prospère, donc nous pensons automatiquement à Rosto. Un continent intégré politiquement uni, Comment unifier, les politiques des 54 pays africains et comment les unir, très difficile. Dans un pays qui a fait des coups d'État, une règle de l'alternance. La bonne gouvernance, la démocratie, droits de l'homme, justice et primauté du droit. Nous, dans notre intervention, nous allons attaquer la bonne gouvernance. Mais nous allons travailler pour la démocratie et les droits de l'homme, la justice, justice et primauté du droit, signalons que c'est le travail que nous développons depuis 2011 pour notre patrie, l'Algérie. Et maintenant, pour lequel nous allons travailler dessus pour toute l'Afrique. Bien sûr, nous commencerons par les pays de la région, comme vous le dites. Une Afrique pacifique est sûre. Croyez-vous à cette chimère, une Afrique pacifique est sûre? Nous l'avons dit tout à fait au début de notre message. Qu'il y a une convergence totale des intérêts des puissants sur l'Afrique. Et il y a une divergence totale sur les moyens. Convergence sur les intérêts, la divergence sur les moyens. Le délégué du Mali à l'Assemblée générale de l'ONU a parlé des forces Wagner. Et ça, il montre l'étranglement de la France. Comment son pays le Mali est étranglé par la France, combien même la France, le président Emmanuel Macron, le roi de France, a étranglé l'Algérie, il a étouffé l'état-major de l'armée. Le cinquième point, identité culturelle forte, valeurs et éthique. Ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la théorie du développement, etc., vont constater que les valeurs et l'éthique africaines sont des plus prisées. Pour l'identité culturelle, l'Union africaine participe à l'amputation de l'anthropologie africaine. Nous travaillons pour l'anthropologie africaine et non pas pour l'identité culturelle. L'identité culturelle est un instrument raciste, destructeur. Le sixième point, développement dirigé par les citoyens. Développement dirigé par les citoyens, c'est ce que nous avons introduit par la responsabilité sociale des entreprises, la divulgation, la vulgarisation et le consentement éclairé. Le consentement avisé et éclairé des populations. Les populations africaines ne doivent pas être des cobayes. Venons-en maintenant à la zone de libre-échange africaine. Si nous considérons les 5 conditions nécessaires pour une intégration économique, elles sont loin d'être satisfaites en Afrique. Très loin d'être satisfaites en Afrique. Aucune d'elles n'est satisfaite en Afrique. Le premier élément constitue les monnaies, pour lesquelles nous avons dit qu'elles sont un instrument de guerre, un fiducide, et les salaires. La monnaie et les salaires. Sur ces deux points, nous avons déclenché un affrontement universitaire des plus terribles qui a duré 3 semaines à l'Université de Montréal, avec des professeurs.
avec des professeurs de macroéconomie et de professeurs d'économie politique, de relations internationales et d'économie politique internationale. C'est quasiment une guerre pendant 3 semaines. Une guerre, bien sûr, très respectueuse, polie, universitaire. Donc, pour l'aspect mathématique, bon, c'est un document que nous vous avons envoyé. L'un des documents que nous avons envoyé il y a plusieurs années. Ça, c'est le taux de change de 3 monnaies. Dinar algérien, dinar tunisien et dirham marocain qu'il faudra lire dans ce sens. Ici, les taux de change du dinar tunisien et marocain passent au dollar US. L'enfer des Algériens a commencé, nous nous sommes contentés de 10 années. 10 ans. 10 ans, l'enfer des Algériens, l'intensité de l'enfer des Algériens s'est accrue. Nos compatriotes d'Algérie comprendront aisément, quand nous leur avons proposé de revenir, que nous allons faire porter un choc à la valeur du dinar. Objectivement, simple. Nous n'avons aucun besoin d'être économiste ou stratège, là. Nous allons être au même niveau que la Tunisie et le Maroc. C'est tout. Et pour être au même niveau que la Tunisie et le Maroc, de préférence, nous voulons être un peu plus fort que la Tunisie et le Maroc, juste un peu plus fort. Un tout petit peu. Cette force, nous allons la compenser par des mesures économiques plus saines. Donc les Algériens comprendront pourquoi nous voulons faire descendre cette ligne vers là. Juste être même comme nos voisins. Voilà. Le Maroc et la Tunisie. Ah, mais pour faire descendre cette ligne, nous n'allons pas faire des prières dans des mosquées. Ah, c'est un choc. Actuellement, l'Algérie est dans un enfer. Les Algériens sont dans un enfer. Pour sortir dans cet enfer, ils doivent le traverser encore une deuxième fois. C'est un enfer qui peut durer 10 ans. Il n'y a aucune différence entre le graphique précédent et ce graphique. Aucune différence. Donc l'effet visuel montre quelque chose là. Rien qu'à voir avec les yeux. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons introduit le franc CFA. Si pour l'Algérie, faire descendre cette ligne de l'Algérie là, qui est en marron, là, celle-ci, la descendre sera un enfer pour nos compatriotes d'Algérie qui sont en train de commettre une autre bêtise, l'augmentation des salaires. Ramener le franc CFA à ce niveau de l'Algérie sera plus qu'un enfer. C'est pour cette raison que les États sous domination du franc CFA doivent s'émanciper de la France. L'Algérie peut aider, même si avec un État illégitime, etc. Mais en recouvrant un État légitime, c'est-à-dire des droits de l'homme respectés, une démocratie, des élections saines et compétitives, l'Algérie pourra conduire cette révolution. Les Algériens pourront la conduire. Ils se sont sacrifiés pour la libération des colonies africaines. Les Algériens sont capables de se sacrifier une autre fois pour la libération des Africains de la domination française. Les Algériens sont capables. Actuellement, ils sont en train de le prouver. Nous espérons qu'ils continuent comme ça. En arrêtant les manifestations de massacre et en renvoyant ça, bien sûr, dans le cas, ça, dans cet enfer-là, certains généraux vont rentrer chez eux et se reposer. D'autres vont s'occuper de la défense, à faire des recherches, à se documenter, à produire de la littérature, etc. Ils doivent s'éloigner du politique et de l'économique.
Ça, ce choc-là, il remettra les militaires dans les casernes ou les renvoyer chez eux. Sur Faki Mohamed, en 2014, nous avons suggéré la création d'un marché international des ressources naturelles dans le désert algérien, c'est-à-dire dans l'extrême sud algérien, pour aider le Mali et le Niger, et les pays, le Mali et le Niger et le Tchad, et les pays qui veulent participer. Si notre proposition avait été retenue, au moins, le Mali et le Niger auraient eu leur banque centrale. Nous n'allons pas revenir sur tous les calculs que nous avons effectués en termes de dans le commerce international d'Afrique du Nord. Rien qu'avec la création d'un marché international des ressources naturelles dans le cadre de l'initiative Brina, le Mali et le Niger auraient eu déjà leur banque centrale. L'Algérie peut les aider à avoir leur banque centrale dès à présent et leur propre monnaie. Monsieur Faki Mohamed, dans votre objectif d'Afrique 2063, il y a des phases. La première phase va durer 10 ans. Va durer 10 ans. Quand est-ce sera mis en œuvre le reste? Est-ce que si vous avez des boules de cristal en Afrique, bien, croyez-vous que l'Afrique va se développer avec des processus de magie, de prédisation ou bien de vaudou? Ce sont les Africains qui doivent décider de leur sort. Actuellement, à travers la diplomatie algérienne, on parle de gazoduc Nigeria-Algérie. On parle de train grande vitesse africain. Le train grande vitesse africain, il sera mis en œuvre pour transporter les futures générations plus rapidement les futures générations de terroristes. Qu'est-ce qu'il va transporter là? L'article 28. L'article 28, du code de la ZLECAf, il parle de la balance des paiements qui doit être, de la balance des paiements de sa stabilisation, qui est conditionnée par le FMI, qui conditionne par les recommandations du FMI. Vous montrez à travers cet article 28, disant que les articles sont excellents, l'esprit de rédaction, la simplicité, la clarté, c'est pour cette raison que nous en parlons. L'article 28 qui parle des balances de paiement des pays africains, qui sont déterminés, calculés par le FMI et qui sont imposés par le FMI. Les règles de stabilisation sont imposées par le FMI, c'est-à-dire vous soumettez déjà la ZLECAf aux règles du FMI et de la Banque mondiale. Donc vous renforcez la dislocation de l'Afrique. Dans le règlement juridique de la ZLECAf, vous avez parlé de l'argent et de l'or, les minerais. Il était rare. Pourquoi n'ont pas été incluses dans le trait avec l'or et l'argent? Pourquoi vous n'avez pas parlé de diamants? Pourquoi avez-vous oublié le coltan et d'autres terres rares? Non, le règlement est différent. Le règlement est différent.
Y a-t-il un tribunal, un organe de règlement des différends de la ZLECAf? De qui sera-t-il, comment sera-t-il constitué? Où siégera-t-il? Va-t-il utiliser le droit de l'OMC? Nous vous informons que l'Algérie et la Libye n'appartiennent pas à l'OMC. Est-ce que vous allez appliquer, est-ce que ce droit de l'OMC via la ZLECAf sera appliqué à des pays non membres de l'OMC? L'Algérie a été traitée de prostituée. Notre pays, nous avons marre de le dire. Elle a été traitée de prostituée par l'Union européenne dans son accord d'association de 1993-94. Un minable accord d'association et l'Algérie s'est fait appliquer le droit de l'OMC. Prenons un exemple. Vous avez parlé dans le corpus juridique de la ZLECAf. Il est question de dumping économique. Nous n'allons pas le répéter que la bagarre que nous avons eue sur la valeur de la monnaie, la cotation des monnaies et les salaires. Pour les salaires, nous vous informons que les États-Unis d'Amérique ont imposé, dans la rénovation de l'ALENA, ont imposé l'augmentation des salaires au Mexique et au Canada. Donc, vous avez parlé des mesures, des pratiques de dumping. Prends un exemple concret pour que nos compatriotes africains comprennent. L'Algérie exporte de la marchandise via le Mali et le Niger au Tchad. Ou bien elle exporte de la marchandise via la Libye au Tchad. Elle exporte une certaine marchandise. Le Tchad fait la même chose. Il exporte via le Niger ou la Libye de la marchandise vers l'Algérie. L'Algérie accuse le Tchad de dumping. Le Tchad accuse l'Algérie de dumping, de pratiques de dumping. Est-ce que l'Algérie, notre pays de naissance, et le Tchad, votre pays de naissance, ont les capacités de prouver le dumping? Parce que le dumping, ça demande des enquêtes, ça demande des déplacements, ça demande des contrôles des prix, ça demande des contrôles de la composition des articles. Ça, c'est juste pour le dumping. Les clauses de sauvegarde. Pensez-vous qu'il y a une industrie naissante dans les pays africains avec la multilatéralisation, avec les investissements Brownfield et Greenfield? Le drame est dans le statut de la nation la plus favorisée. Vous l'avez inclus. Mettons de côté l'aspect économique, réellement économique et juridique de la nation, du statut de la nation la plus favorisée. C'est un statut. C'est pas un droit. La philosophie de la nation, la philosophie de la nation la plus favorisée est destructeur s'il est mal utilisé. Il est constructeur s'il est bien exploité. Oui, il est destructeur. Avec le sous-développement africain, quand l'Afrique sera en relation avec la Chine, la Russie, l'Union européenne surtout et les États-Unis d'Amérique, il est destructeur. Il est constructeur. Si la nation, le statut de la nation la plus favorisée est appliqué entre les pays africains et le statut de la nation la plus favorisée, the most favored nation, sera constructeur. Oui, s'il contient l'esprit des libérateurs de l'Afrique, comme les Algériens, comme les Sud-Africains, comme les Maliens. Nous avons une considération immense pour Modibo Keïta, comme le Burkinabé Thomas Sankara, même si idéologiquement nous sommes différents. Oui, le statut de la nation la plus favorisée est constructeur dans ce cas-là.
Ça, c'est pour la MPF. Et nous sommes, en parlant maintenant d'un aspect général de ce campus juridique, nous avons cherché, probablement que nos recherches n'ont pas été les meilleures, n'ont pas été efficaces, pour trouver la trace de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Aucune empreinte de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'OHADA. De qui est-elle composée? Quels sont les membres de l'OHADA? Quelles sont leurs références? Quels sont les séminaires? Quelles sont les conférences qu'ils ont données ou organisées à travers le continent africain? Dans le cas de l'Algérie, nous sommes prêts à en parler. Nous savons qu'il y a des compétences plus pointues que nous dans le domaine juridique, dans le domaine économique, dans le domaine politique et culturel, identitaire, anthropologique. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Là. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais nous sommes prêts à le lancer. Pandémie oblige maintenant, parlons-en. Nous avons parlé de ce problème, de cette affaire avec le président. Nous nous sommes adressés au président de la Banque mondiale, M. Malpass. Nos compatriotes africains sont en train de souffrir de cette pandémie. Alors que le COVAX a été réduit de 25% par les fournisseurs de ces modificateurs d'ARN. Il a été réduit de 25%. Notre pays de naissance l'Algérie est en train de naviguer à vue, incapable de mettre de l'argent dans l'éducation, dans la santé. Elle s'est accrochée, il y a un espoir, c'est la fabrication du vaccin chinois en Algérie. Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Quand est-ce que les quantités seront suffisantes? Le niveau d'efficacité, parce que ce virus est variant. Il est variant, etc. En conclusion, M. Faki Mohamed Moussa, en limitant l'Afrique à nos deux pays de naissance, nos deux pays respectifs, l'Algérie dans notre cas, le Tchad dans votre cas, et avec une immense pensée pour ces Maliens qui travaillent pour l'Afrique, que nous connaissons quelques-uns, nous en connaissons quelques-uns. Faites de la Commission de l'Union africaine un organe de dignité africaine, et non pas une officine au service du roi de France et de sa colonie africaine, le président Emmanuel Macron. Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous l'avons dit, nous le répétons maintenant dans cette ultime conclusion. L'Union africaine, et à travers, au moyen de la Commission africaine, s'appuie sur des organisations terroristes, intercontinentales, interafricaines, intergouvernementales. Nous le répétons, l'ECOWAS, la Communauté africaine pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous ajoutons l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces trois organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA, sont des organisations terroristes sur lesquelles vous vous appuyez. Une Union africaine avec sa commission qui s'appuie sur des organisations terroristes, nous vous le répétons.
ne conduira qu'à la dérive l'Afrique et les Africaines et les Africains. Nous disons à nos frères du Mali, parlons des populations, résistez dans la dignité, demandez à ce que les forces étrangères quittent votre pays sans toucher à la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Toutes les autres forces d'occupation doivent quitter le pays. Les menaces sont sur les réelles menaces, les réelles menaces concernent la France. Dites, oui, bien sûr, ce sont les nations maliennes et la nation algérienne qui doivent être d'accord pour s'aider mutuellement et militairement. L'Algérie peut aider le Mali, en particulier dans sa partie nord, à le protéger, à exploiter rationnellement et patriotiquement ses ressources naturelles pour lui permettre de construire sa banque centrale. Nous le répétons, M. Faki Mohamed Moussa, le CEMAC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, est un organe au service de la France. Nous le répétons que la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA sont des organisations terroristes. Monsieur Faki Mohamed Moussa, si l'Union africaine et sa commission ne sont incapables de mettre en avant les droits de l'homme, les droits de la nature, le consentement éclairé des nations africaines, elle doit le dire clairement et laisser les Africains, laisser les Africaines et les Africains conduire une révolution, une autre révolution. Et pour cela, les Algériens et les Algériennes sont capables d'y participer parce qu'ils en ont l'esprit. Avec toute notre joie de nous être adressés à vous et avec toute notre déception sur les mots et les expressions que nous avons utilisés pour sensibiliser les Africaines et les Africains, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à vous tous.